Salut! Ça va? Ça fait maintenant plus de 10 ans que je tiens cette chaîne YouTube. Et après toutes ces années, des films d'horreur, j'en ai pas mal regardé. J'ai pu découvrir les grands classiques du genre, tout comme des petites pépites tout à fait surprenantes. Mais surtout, au fil du temps, j'ai pu repérer les metteurs en scène dont le style et les œuvres me plaisaient. John Carpenter étant au haut de la liste, bien entendu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui ai consacré non pas une, mais 2 vidéos, que je vous invite à aller regarder si vous ne les avez toujours pas vues. Et maintenant, j'ai envie de faire un peu la même chose avec un autre réalisateur, un homme qui a marqué un bon nombre de personnes et ce, sur plusieurs générations. Un homme qui, aujourd'hui, est qualifié comme étant le maître de l'horreur, un surnom à mon avis assez bien mérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous parle de Wes Craven. Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de la cinéculture. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu, hein? Un épisode, vous l'aurez compris, qui sera dédié à ce cher Wes Craven, une véritable légende dans le monde du cinéma d'épouvante. Légende qui a à son actif une bonne vingtaine de films, quand même. Vous comprendrez donc que cette vidéo sera scindée en 2 parties. Dans la première, on va explorer la filmographie de Wes Craven depuis La dernière maison sur la gauche jusqu'au sous-sol de la peur, et dans la seconde, on passera en revue tout le reste. Wes Craven a également réalisé pas mal de trucs pour la télévision. Je vais certainement en aborder brièvement quelques-unes de ses œuvres, mais je vais quand même bien me concentrer sur sa carrière au cinéma. Mais bon, avant de parler de ses films, parlons de l'homme. Wesley Earl Craven, dit Wes Craven ou Wessie pour les intimes, est venu au monde le 2 août 1939 à Cleveland, dans l'Ohio. Il grandit dans une famille pieuse de religion baptiste, très stricte et autoritaire où il lui est strictement interdit d'aller au cinéma. Entre les restrictions abusives et les querelles nombreuses de ses parents, le petit gars ne gardera pas les meilleurs souvenirs de son enfance. Surtout qu'à l'âge de 6 ans, en 1945, Wes perd malheureusement son papa, Paul Eugene Craven. Il sera donc élevé par sa mère, Caroline Miller, qui l'encourage fortement à s'intéresser à la grande littérature anglaise. Pas question de lire ces conneries de bande dessinée, hein? Non, 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 non. Le petit Wes doit s'instruire. Le garçon reste toutefois fasciné par ce qui lui est interdit, le cinéma. Il emprunte régulièrement une petite caméra 8 mm à un ami de la famille pour faire des petits sketchs en cachette de sa mère. Après ses études secondaires, il intègre une université privée dans l'Illinois, le Wheaton College, d'où il sortira quelques années plus tard avec un baccalauréat en littérature anglaise et en psychologie. Il fréquentera par la suite une autre université, à Baltimore dans le Maryland cette fois, la Johns Hopkins University, et y obtiendra une maîtrise en philosophie. C'est qu'il était très studieux, le petit Wessie, hein? Un très beau parcours scolaire, beaucoup plus glorieux que le mien. Tout cela lui permet de devenir enseignant au début des années 60, donnant des cours dans différentes institutions comme le Westminster College en Pennsylvanie et la Clarkson University dans l'État de New York. Et c'est à cette époque que Craven se passionne de plus en plus pour le cinéma. Il peut désormais aller voir des films et se procure une petite caméra 16 mm pour faire des courts-métrages, comme ça, pour le plaisir. Puis, vers la fin de la décennie, il est approché par l'un de ses amis du nom de Steve Chapin qui lui propose un emploi dans la compagnie de production de son frère, Harry Chapin. Harry Chapin, pour ceux qui l'ignorent, deviendra par la suite une assez grosse star de la musique folk aux États-Unis. Il a par ailleurs composé l'excellent morceau Cats in the Cradle, que vous connaissez peut-être. Cradle and a silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, son. You know we'll have a good time then. Voilà, ce gars-là travaillait dans l'industrie du cinéma avant ça. L'info inutile, un running gag de la cinéculture qui commence à devenir vachement lourd. Bref, Wes y apprend plusieurs métiers liés à la post-production, notamment le mixage sonore et le montage vidéo. Son premier vrai film en tant que monteur s'appelle You've Got to Walk It Like You Talk It or You'll Lose That Beat, un très long titre et très difficile à dire, qui est une petite comédie satirique sortie en 1971 et réalisée par Peter Locke.
Et je dis premier vrai film parce qu'il avait déjà travaillé sur d'autres projets entre-temps. Des films que je vais pas forcément évoquer ici parce que c'est... Disons que c'est particulier. Hein, c'est pas... c'est atypique un peu, ce sont pas des films qui... Du porno. Oui, Wes Craven a travaillé sur de nombreux films pornographiques au début des années 70, que ce soit comme scénariste ou comme monteur. C'est ce qui payait le plus à l'époque. Mais voilà, Wesy aspire quand même à un peu mieux que ça. C'est un cinéphile maintenant, fan des œuvres d'Hitchcock, de Truffaut, de Bergman. Et pour lui, faire des films de cul, ça va, c'est pas trop mal. Mais si on pouvait leur donner une dimension de plus, comme, je sais pas moi, un côté horrifique, par exemple, ce serait cool. Oui, et c'est précisément ce qu'il a l'intention de faire en 1972. En 1971, Wes Craven travaille en post-production sur un faux documentaire orienté, bien entendu, sur le sexe, intitulé Together et qui est réalisé par un certain Sean S. Cunningham, futur réalisateur de Vendredi 13. Le film fut distribué par Hallmark Releasing et a connu un certain succès quand même. La compagnie a donc rappelé les deux hommes et leur a offert 90 000 $ pour produire un nouveau long-métrage. Cunningham propose de faire un film d'horreur. Il confie même la réalisation à son ami Wes et lui laisse même écrire le scénario. Il a carte blanche. This was the, I guess, 1970, 1971, right in there. And we were at a point in time where anything seemed possible. You didn't have to work inside of the system. And Wes and I were two guys that really didn't even know how to make movies, but we're going to try to figure out how to do it outside the system. On est au début des années 70, en plein milieu de la guerre du Vietnam. Et beaucoup d'images choquantes et violentes circulent au sein du peuple américain. Grandement marqué par ces images, Craven se rend alors compte qu'au cinéma, dans les films, on estompait toujours la violence. Ça ne paraissait jamais réel. Et lui, puisqu'il était libre de faire ce qu'il voulait, il s'est mis en tête de produire le film le plus violent, le plus choquant, brutal et réaliste que le public ait vu. Il était ambitieux, le bougre. Il baptise temporairement son film Night of Terror, puis Sex Crime of the Century avant de s'arrêter sur The Last House on the Left, la dernière maison sur la gauche en français. Le scénario est basé sur le film suédois La Source, réalisé par Ingmar Bergman, lui-même inspiré d'une légende scandinave datant du Moyen Âge. Puis il agrémente le tout de plusieurs scènes pornographiques. Oui, des scènes qu'il supprimera de son script juste avant de tourner. Nous suivons deux jeunes filles, Marie et Phyllis, qui partent voir un concert pour fêter leur anniversaire. Elles désirent toutefois pimenter leur soirée et elles cherchent donc à se procurer de la marijuana. Elles tombent alors sur Junior, un garçon qui semble pouvoir leur offrir ce qu'elles veulent. Les filles le suivent jusque dans un appartement où elles se retrouvent prises au piège par un groupe de criminels sadiques en cavale. Durant les jours qui suivent, Marie et Phyllis seront torturées, humiliées, violées et finalement assassinées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, les meurtriers se font héberger par un gentil petit couple, les parents de Marie. Et quand ceux-ci apprendront ce que leurs invités ont fait subir à leur fille, ils déchaîneront leur colère de la plus violente des manières. Pour son premier film, Wes Craven a frappé fort. Dans les années 70, des trucs comme ça, on avait rarement vu ça. Il y avait bien eu L'Orange Mécanique un an auparavant, mais c'est vraiment le film de Craven qui a pavé la voie au sous-genre du Rape and Revenge. On a droit ici à une sinistre histoire de viol qui se termine très, très mal, avec des antagonistes répugnants commettant des actes ignobles et abjects qui sont représentés de façon très, très crue et réaliste. Et encore, il y a beaucoup de scènes qui ont été supprimées par la censure parce qu'elles étaient jugées beaucoup trop graphiques. À la lecture du script, plusieurs comédiens étaient dégoûtés par l'histoire et n'étaient plus trop sûrs de vouloir faire le film. Mais bon, ils étaient tous plus ou moins expérimentés et ils avaient tous besoin d'argent, ils sont donc allés jusqu'au bout. Mais ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, hein. Bon, c'est un film à petit budget, donc ils le faisaient avec les moyens du bord, parfois de manière plutôt dangereuse, comme la fameuse scène de la tronçonneuse. Une vraie tronçonneuse, hein, qui était en marche, dans un tout petit endroit, très exigu, sans aucune protection. Puis il tournait là où il pouvait. Ils n'avaient pas loué de lieu, puisqu'ils ne possédaient aucun permis, et ça leur a d'ailleurs valu d'être virés de certaines locations, alors ils ont dû trouver d'autres solutions. The film was shot in Sean's backyard, in his mother's bedroom, in her swimming pool, in her kitchen.
in his car, in his station wagon. Donc, Wes Craven souhaitait illustrer toutes les formes de barbarie et de violence dont l'être humain est capable de faire preuve. Celui qui sort du lot, c'est incontestablement David Hess, qui joue Krog, le leader du groupe et qui livre une assez bonne prestation. Il était vraiment investi dans son rôle, tellement qu'il ne le quittait plus même après les heures de tournage. Apparemment qu'il s'amusait à pourchasser les actrices le soir avec un couteau pour leur faire peur. Ah oui, c'est donc ça qu'on appelle le method acting? Everybody looks at me as some kind of psychotic. I mean, people used to run away from me on the streets of New York when they had the posters up. In the subways and things like that, because they really thought I would do them damage. Mais ce qui choquait le plus à l'époque, c'était la seconde partie du film, où les parents de Marie vengent la mort de leur fille. Ils deviennent tout aussi violents que les meurtriers, voire même plus. Wes nous fait alors comprendre que cette violence, on l'a tous en nous. Il suffit d'une petite étincelle pour qu'elle se déchaîne. On retrouve également un peu d'humour noir, un truc que Wes Craven affectionne grandement, surtout avec la représentation des forces de l'ordre, qui semble un peu dépassée par les événements et qui, malheureusement, ne semble pas prendre la disparition des deux filles au sérieux. La dernière maison sur la gauche est sortie le 30 août 1972 aux États-Unis. Bon, quand on regarde le film aujourd'hui, il peut paraître bien soft, entre guillemets. Il a quand même pris beaucoup de rides, La mise en scène est un peu maladroite, même si on remarque une réelle ambition artistique. L'humour noir ne semble pas trop avoir sa place et détonne un peu avec le reste du film. Et les scènes de meurtre ne sont pas si choquantes que ça, vues en 2023. On a déjà vu plein de fois des films beaucoup plus gore et violents. Mais il faut se remettre dans un contexte de 1972. Une histoire pareille, aussi affreuse, brutale et triviale, on avait rarement vu ça. C'était surtout le sujet qui était dérangeant. Et qu'il est encore aujourd'hui. Peu de temps après sa sortie, le film faisait déjà beaucoup parler de lui, en bien comme en mal. On disait que c'était une abomination, qu'il fallait détruire toutes les copies. Il y a même certains exploitants de salles qui ont supprimé toutes les scènes graphiques ou qui ont juste refusé de diffuser le film. Et pourtant, il a amassé pas loin de 3 millions de dollars au box-office, soit plus de 3 fois son budget. Tout le monde connaissait ce film, sa réputation le précédait. Et c'était pareil pour Wes Craven. Oui, il a été victime de son succès. Eh oui. Et donc, son deuxième film d'horreur ne verra le jour qu'en 1977. Après la sortie de La dernière maison sur la gauche, Wes Craven souhaite s'éloigner du genre horrifique, qu'il trouve un peu contraignant. Et il y a aussi sa réputation de réalisateur désaxé et maniaque qui a fait pencher la balance. Il va donc opter pour un registre un peu plus doux pour son second film. Un bon vieux porno. Eh oui. Enfin, un film érotique sorti en 1975 et qui s'appelle The Fireworks Woman. On y suit une jeune femme qui éprouve une attirance sexuelle envers son propre frère, qui lui étudie pour devenir prêtre. Oui, bon. Et afin d'éviter encore une fois de faire polémique, Craven se crédite sous le nom de Abe Snake. Et tout ça, apparemment qu'on l'a découvert seulement après sa mort, donc assez récemment en fait. Je l'ai pas vu, ce film-là, donc je peux pas vraiment vous en dire grand-chose, mis à part que... ça semble parler d'inceste. What the fuck? Un peu plus tard, Wesy désire maintenant réaliser des comédies, mais il peine toutefois à obtenir du financement. Et oui, les producteurs lui offraient plutôt de réaliser des films d'horreur. Et c'est en 1977 que son ami Peter Locke vient vers lui pour lui proposer la réalisation d'un petit film d'horreur d'exploitation. N'ayant plus vraiment d'argent en poche, et malgré le fait que le genre ne l'intéressait plus, Wes Craven n'a pas le choix d'accepter. Il commence à écrire une histoire dans la veine de Massacre à la tronçonneuse, s'inspirant de quelques éléments d'Hansel et Gretel, ainsi que d'un véritable fait divers ayant eu lieu en Angleterre au XVIIe siècle. Une famille tordue qui s'attaquait aux voyageurs et qui... les mangeait. La famille Carter, originaire de l'Ohio, entreprend un long voyage vers la Californie. Afin de gagner un peu de temps, les membres de cette famille décident de couper à travers le désert du Nouveau-Mexique. Malheureusement pour eux, les pneus de leur véhicule éclatent et les Carter se retrouvent perdus au beau milieu de nulle part. Il n'y a strictement rien aux alentours, mis à part quelques collines. Rien du tout, pas d'âmes qui vivent. Du moins, c'est ce qu'ils croient. En effet, ils sont en réalité épiés par une famille dégénérée de cannibales psychopathes qui n'attendent qu'une chose, que des proies tombent dans leur piège. J'aime vraiment beaucoup l'histoire de ce film, un slasher à l'ancienne, relativement bien écrit et qui sort quand même bien du lot.
Avec un fond très solide dépeignant la division des différentes classes sociales aux États-Unis, c'est une thématique que le réalisateur exploitera de très nombreuses fois par la suite. Et puis, la peur d'une guerre nucléaire plane au-dessus du film pendant presque tout le long. Parce que le désert du Nouveau-Mexique a réellement servi de site de test nucléaire pour l'armée américaine. Et les cannibales déformés de notre film du jour en seraient le résultat. Ces cannibales qui restent très mystérieux en début de film. On ressent leur présence car on les entend, mais on ne les voit pas. Le scénario est assez poignant et ce dès le début, même si c'est vrai que ça démarre un peu vite. Les personnages sont relativement bien écrits et très attachants, et la dualité entre les deux clans est assez bien illustrée. Et elle est même mise en abîme avec les deux chiens, Beauty et Beast. La femelle, Beauty, sera sauvagement tuée par les cannibales, et Beast ira la venger. C'est aussi ce qui va se passer avec nos protagonistes principaux. Pour sauver leur peau et venger leurs proches, ils devront eux aussi devenir des tueurs brutaux, comme ça nous est démontré dans l'intense scène finale. Un peu comme dans la dernière maison sur la gauche. Wes Craven arrive à créer une atmosphère bien lourde et glauque ici, ne serait-ce qu'avec le sujet du film. Nos monstres, en plus d'être affamés de chair humaine, sont également des violeurs. Encore une fois, très choquant pour l'époque, mais les scènes en question sont réalisées avec un peu plus de subtilité que dans le film précédent. Même si plusieurs passages ont été coupés dû à une violence graphique un peu trop intense aux yeux de la censure. Mais ça ne l'empêche pas non plus de nous offrir des scènes plutôt fortes visuellement. Alors oui, le film a un peu vieilli et la mise en scène reste quand même maladroite, mais La colline à des yeux reste un film d'horreur très cool. Wes Craven disposait d'un budget d'environ 230 000 $, une plus grosse somme que pour son premier film, mais qui reste quand même modeste, et le film a été tourné à Apple Valley, en Californie. Et même si tout le monde en a gardé un bon souvenir, ça n'a pas toujours été facile. Premièrement, la chaleur était étouffante. On parle de températures avoisinant les 40 degrés pendant toute la journée. Des journées de tournage qui duraient entre 12 et 15 heures. C'est extrêmement long. Et il tournait environ 6 jours par semaine. Ouais, en fait, c'est que Peter Locke mettait la pression sur Craven pour qu'il fasse le film rapidement, en raison du budget. Ce qui a bien entendu agacé le réalisateur. Rajoutez à cette chaleur des pannes de véhicules, la présence d'insectes, de scorpions, de tarentules, de serpents et autres horribles bêtes, et un manque de personnel au sein de l'équipe technique. Malgré tout, tout le monde a donné son 100%. Même les acteurs, hein. Pour la plupart, c'était leur premier rôle. Ils voulaient faire bonne figure. C'était le cas pour Dee Wallace notamment, qui jouera par la suite dans E.T. de Steven Spielberg et Hurlement de Joe Dante. Et bien sûr, la tête d'affiche Michael Berryman, bien connu dans le cinéma d'horreur. I was born premature and my cranium wasn't fully formed, so I had to have some reconstructive surgery. That's how we got the face that we got. La colline à des yeux sort le 22 juillet 1977 et dès les premières semaines d'exploitation, il rencontre un franc succès, amassant près de 2 millions de $ en seulement quelques mois. Le film est bien évidemment devenu culte avec les années et est souvent considéré par plusieurs comme étant un incontournable du réalisateur. C'est le cas pour moi. Bref, ça a ouvert pas mal de portes pour Wes Craven qui se dit que finalement, il est doué pour faire des films d'horreur. L'année suivante, il est engagé par le réseau NBC pour réaliser un téléfilm basé sur un roman de Lois Duncan, Summer of Fear ou Stranger in Our House, L'été de la peur en français. C'est une histoire de sorcière avec une bonne dose de paranoïa, hyper kitsch et overdramatique, avec un twist sans saveur et des acteurs qui se croient dans un soap opera. Oui, même Linda Blair surjoue. They're not crazy. I'm able to prove them. Pas très marquant dans sa carrière, hein. On sent qu'il l'a fait par besoin d'argent et qu'il a été contraint de faire un film très soft visuellement parce que... la télé, quoi? Bref, le prochain film de Wes Craven sort en 1981 et il est... particulier, si je puis dire. Cette année-là, Craven est approché par le producteur Max Keller, qui avait beaucoup apprécié Summer of Fear. Le producteur souhaite engager notre Wessie comme réalisateur sur un nouveau film d'horreur. Ce dernier s'associe donc avec les compagnies de production Polygram Pictures et Interplanetary pour réaliser l'un des films qui, selon moi, est l'un des plus importants de sa filmographie. Deadly Blessing, ou La ferme de la terreur. L'histoire débute sur une petite ferme de campagne où Jim Schmidt meurt dans d'étranges circonstances, laissant sa femme Martha en deuil.
Celle-ci est par la suite témoin de phénomènes bizarres et elle soupçonne une communauté religieuse, les Hittites, librement inspirée des Amish, d'avoir assassiné son mari. Avec l'aide de ses proches, Martha tentera d'investiguer sur ses étranges voisins, mais ceux-ci n'ont pas l'intention de se laisser faire. On a droit ici à un scénario et un film très différents des précédents. C'est nettement moins axé sur la violence et la brutalité de l'être humain. Là, on mise un peu plus sur le mystère. Deadly Blessing est un genre de mix entre un slasher et un film d'horreur psychologique, et Wes va vraiment prendre le temps de poser son ambiance. C'est là-dessus qu'il va le plus se concentrer. Oui, et ses scènes de tension sont plutôt pas mal. On sent qu'il a vraiment cherché à peaufiner son style de réalisation et qu'il a vraiment bien travaillé. Il a été très minutieux pour faire des plans très stylés. Des plans qui seront reproduits dans d'autres de ses films. Et puis, il avait un budget plus important que sur les précédentes productions, soit 2,5 millions. Donc, ça se remarque rapidement quand on le compare à Last House on the Left et The Hills of Eyes. Mais on note tout de même des thématiques similaires, comme la dualité entre les deux communautés. Martha est confrontée à un groupe religieux fermé d'esprit, vivant reclus dans son coin, loin de la société. Une communauté refusant toute forme de technologie moderne. On peut faire ici un parallèle avec la religion baptiste, pleine de restrictions, dans laquelle Wes a été élevé. Il arrive assez bien à mettre en scène ce choc des cultures, même si ça reste très académique. Il avait de vraies bonnes idées de mise en scène et est parvenu à faire un film très convenable, avec une petite touche de surnaturel qui fait plaisir. Toutefois, je trouve que certaines scènes de meurtre manquent de punch. Elles ont plutôt mal vieilli avec leurs effets ralentis saccadés et passés de mode. Et pour être parfaitement honnête, je l'aime pas trop ce film. Je le trouve long, il y a beaucoup de longueur et de blabla inutiles qui font en sorte que je me désintéresse facilement du film. Malgré ça, on a droit à des prestations d'acteurs correctes. Maren Jensen, qui joue Martha, se débrouille plutôt bien, sachant aussi qu'il s'agit de son dernier film. Et oui, après ça, l'actrice a pris une retraite prématurée après sa courte carrière, à l'âge de 26 ans, puisqu'elle était atteinte du virus d'Epstein-Barr, pouvant causer des lymphomes et autres saloperies. Il y a aussi Michael Berryman, qui est de retour avec un rôle similaire à celui qu'il tenait dans The Hills of Eyes, et c'est également l'un des premiers films de l'actrice Sharon Stone, qu'on connaît aujourd'hui grâce à Basic Instinct notamment et Casino. Wes Craven a aussi pu dégoter un très grand acteur de l'époque pour interpréter le grand chef des Hittites, Ernest Borgnine. Craven au début était très intimidé par cet acteur d'une telle ampleur, mais Borgnine s'est prêté au jeu avec joie. Il a tout donné, il s'est pleinement investi dans le rôle, peut-être un peu trop même. Il surjoue totalement. Il est constamment over the top et il a même été nominé comme pire acteur aux Razzie Awards. Remember that lying is the sin of the serpent, and the wages of sin are death. Deadly Blessing sort le 14 août 1981 et peine malheureusement à trouver son public. Il reçoit des critiques mitigées et rembourse de justesse son budget. J'ai moi-même été déçu par ce film, je trouve l'histoire ennuyeuse, elle ne m'interpelle pas vraiment. C'est clairement pour moi l'un des moins bons dans la filmographie de Wes, mais ça reste un film important pour sa carrière à mes yeux. Parce que c'est avec celui-ci qu'on voit une genre de transition entre son ancien style plus cru et violent et celui qu'il fera évoluer avec les années. Ayant une atmosphère un peu plus mystérieuse et flirtant un peu avec le surnaturel, Wes continuera dans cette voie par après en réalisant non pas un film d'horreur, mais un film de super-héros. Oui, oui. En 1982, Wes Craven réalise le film Swamp Thing, la créature des marais, inspiré d'une série de comics éponyme sortie au début des années 70. Swamp Thing est une créature végétale née d'une expérience scientifique qui a mal tourné, possédant des pouvoirs de régénération, de guérison et une force surhumaine. Un super-héros typique des années 60-70 quoi. Eh oui. Et l'idée d'une adaptation cinématographique signée Wes Craven, ça m'a beaucoup plu. Parce que, effectivement, avant de faire cette vidéo, j'avais jamais vu ce film. C'était donc l'occasion rêvée. Le docteur Alec Holland travaille dans son laboratoire près d'un marais dans le sud des États-Unis. Là-bas, il est rapidement rejoint par sa nouvelle assistante, Alice Cable, qui l'aidera dans l'avancement de ses recherches. Tout à coup, un homme appelé Anton Arcane fait éruption dans le labo avec ses hommes.
il saccage tout, s'empare des formules du scientifique et enlève Alice. Le Dr Holland, laissé pour mort et gisant au fond du marais, se transforme en une monstrueuse créature et fera tout pour se venger d'Arcane. Swamp Thing est un film très spécial, doté d'un scénario complètement farfelu, ayant un petit côté Belle et la Bête, et qui part dans tous les sens. Ça coche toutes les cases du comic book classique de l'époque, le tout avec une mise en scène rendant carrément hommage au cinéma de science-fiction des années 50. Craven s'inspire visiblement de Jack Arnold et son étrange créature du lac noir, ne serait-ce que par les décors marécageux très immersifs, tournés au Cypress Gardens en Caroline du Sud, où lui et son équipe ont été confrontés à quelques difficultés avec la faune. And we were surrounded by alligators and water moccasins and deer flies and everything bit and stung. Puis il y a le magnifique costume de la créature, très similaire à celui du fameux monstre d'Universal. Oh, le vieux costume cheap en caoutchouc! Tout, absolument tout est cheap là-dedans. Que ce soit les costumes ou les effets spéciaux. Alors oui, il y a eu quelques soucis financiers, d'ailleurs certaines scènes prévues n'ont jamais été filmées. Mais ce look vieillot au niveau de la réalisation et des accessoires, je crois que c'était voulu. Car clairement, le film s'en moque ouvertement. On a même droit au cultissime cri de Willem à un moment, et à des scènes de combat tirées tout droit des meilleurs films de monstres des années 50, le tout sublimé par la musique d'Harry Manfredini, dont les compositions évoquent énormément celles qu'il a faites pour la saga Vendredi 13. Et couronnons le tout avec des acteurs qui en font des caisses, comme David S. qui est de retour en bad guy chez Craven, et Louis Jourdan qui joue Arcane comme un méchant de James Bond. En premier plan, on a un jeune Ray Wise interprétant le Dr Holland, et sa jolie assistante, la demoiselle en détresse, est jouée par celle qui était, à l'époque, l'épouse de John Carpenter, la ravissante Adrienne Barbeau. Il y a quelques plans supplémentaires qui ont été réalisés pour ce passage, des plans qui mettaient bien en évidence la volumineuse poitrine de l'actrice. Ils ont été filmés exclusivement pour la version européenne du film et sont absents de la version américaine. Parce qu'on sait bien que les Européens sont de sacrés coquins, n'est-ce pas? Même Wes Craven trouvait ça ridicule, mais bon, il s'est rapidement fait à l'idée. I got to see Adrienne Barbeau topless. I guess that was the high point. Il nous a offert avec Swamp Thing un film de super-héros à l'ambiance horrifique, à la limite du nanar, et il n'hésite pas à pousser à fond dans le surréalisme. C'est un film très goofy, parfois un peu too much, qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Personnellement, je l'ai trouvé quand même drôle. Pendant les 20 premières minutes du moins. Parce qu'après ça, je trouve que le ridicule devient un peu lassant et le film a fini par me perdre. Il est sorti le 19 février 1982 et a reçu des critiques partagées. Une suite verra le jour en 1989, The Return of Swamp Thing, réalisé par Jim Wynorski, et une série télé en découlera l'année suivante. Puis une autre série est sortie en 2019, une série qui n'a pas duré très longtemps alors qu'elle était plutôt pas mal, dommage. L'année suivante, en 1983, Wes entame la production de son prochain film avec les studios Castle Hills. Il dispose d'un très petit budget, mais il fait avec. Il filme presque le 2/3 de son film avant que la production ne s'arrête brusquement. Les studios lui apprennent qu'ils n'ont plus un seul sou à investir dans ce film. Craven est donc obligé d'abandonner le projet. Pour l'instant, du moins. Oui, je vous en reparle un petit peu plus tard. En 1984, après un petit passage avec un second téléfilm pour la chaîne ABC, un thriller surnaturel appelé Invitation to Hell, disponible en entier sur YouTube si vous voulez y jeter un œil, Wes travaille parallèlement à ça à un nouveau film d'horreur qui lui tient à cœur. Il bossait sur un vieux scénario qu'il écrivait depuis quelques années. C'était un projet qu'il avait proposé à plusieurs studios auparavant, mais qui avait toujours été refusé jusqu'à présent. Et ce sera l'un des films les plus emblématiques de sa carrière. On est en 1984 et à Hollywood, les films d'horreur c'est vu comme étant des films blasphématoires. Personne ne veut produire ça. Et donc le petit scénario que Wes tient entre ses mains, comme je vous l'ai dit, il a été refusé à maintes reprises. Personne, absolument personne, ne voulait produire ça. Personne, à l'exception de Robert Shaye, fondateur d'une petite compagnie appelée New Line Cinema, qui essentiellement se contentait de redistribuer de vieux films. Shaye, en lisant l'histoire que Wes avait pondue, tomba immédiatement sous le charme.
Une histoire très originale, s'inspirant d'un fait divers assez effrayant, honnêtement. Apparemment qu'un jeune homme, après avoir fait une multitude de cauchemars, refusait de dormir, persuadé que s'il s'endormait, il allait mourir. Ses parents ont tout fait pour l'aider. Ils l'ont emmené voir des spécialistes qui lui ont prescrit des somnifères, mais il refusait de les prendre. Un beau soir, après plusieurs jours à se priver de sommeil, le garçon a enfin fini par s'endormir. Ses parents l'ont ramené dans sa chambre, persuadés que tout était rentré dans l'ordre, mais quelques minutes plus tard, ils entendent leur fils hurler à s'en arracher la gorge. Quand ils arrivent dans sa chambre, ils trouvèrent leur enfant raide mort dans son lit. À ce jour, on n'a toujours aucune idée de ce qui a pu causer son décès. Une histoire qui fait vraiment froid dans le dos et qui a grandement marqué Craven, l'inspirant donc pour écrire l'un de ses meilleurs films, A Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la nuit. Une jeune adolescente du nom de Tina Gray fait plusieurs cauchemars terrifiants depuis quelques jours. Elle rêve d'un homme à la peau brûlée, coiffé d'un vieux chapeau et muni d'un gant auquel sont fixées des lames acérées. Elle en parle à son groupe d'amis et est surprise d'apprendre que ceux-ci ont fait des rêves similaires. Ils décident tous de passer la soirée ensemble pour se rassurer. Mais, cette nuit-là, Tina sera à nouveau victime de cauchemars et finira par mourir dans d'horribles circonstances. Nancy, sa meilleure amie, traumatisée par l'événement, commencera elle aussi à recevoir la visite de cet affreux croque-mitaine dans ses rêves. Freddy Krueger. Nancy apprendra une horrible vérité à son sujet et tentera d'éviter un sort similaire à celui de Tina. Vous connaissez tous ce film, et ce même si vous l'avez jamais vu. Wes nous accroche dès le début avec ses images glaçantes de la conception du fameux gant de Freddy. Une arme tellement primitive qui vient réveiller nos peurs les plus primales. S'ensuit alors la scène de traque avec Tina, où on entend ses dites griffes frottant sur de la tôle, avec le magnifique thème musical de Charles Bernstein. Tout ça pour qu'on se rende compte par après que ce n'était qu'un rêve. Un tout petit rêve inoffensif. Et c'est là tout le génie de Westy sur ce film. Il instaure progressivement une peur du sommeil, soit un besoin vital pour l'être humain. Quelque chose qu'on a beau combattre, mais qu'on ne peut pas vaincre. Le sommeil finira toujours par avoir le dessus, tôt ou tard. Et dans le film, la moindre égratignure ou blessure qu'on se fait en rêvant, elle s'avère bel et bien réelle. C'est un concept tellement simple et basique, mais qui fonctionne vraiment bien. C'est encore une fois un mix parfait entre un slasher et un film d'horreur fantastique. D'une part, les scènes de cauchemars surnaturels sont vraiment bien réalisées. Craven laisse aller son imagination tout en y allant graduellement, ce qui fait qu'on a un peu de mal à deviner si ce sont vraiment des rêves ou la réalité. On nous offre aussi des scènes généreuses en hémoglobine et des effets pratiques qui ont un petit côté plastique certes, mais qui passent amplement. Et puis, on a droit à un tueur devenu mythique dès sa première apparition. Freddy Krueger est certainement mon tueur de films d'horreur préféré, après Michael Myers bien sûr. C'est un personnage tellement mystérieux et sombre, on sent vraiment que Wes a retranscrit toutes ses peurs à travers lui. On avait d'abord engagé l'acteur David Warner pour le jouer. Craven trouvait qu'il avait une bonne gueule et il voulait quelqu'un capable d'incarner le mal à l'état pur. Warner a donc fait quelques screen tests, mais finalement a dû quitter le projet parce qu'il avait d'autres engagements. Wes a ensuite envisagé Kane Hodder, qui sera par la suite connu pour avoir tenu le rôle de Jason Voorhees à partir du 7e volet de la saga Vendredi 13, jusqu'à ce qu'un jeune homme appelé Robert Englund passe l'audition. Craven le trouvait pas assez vieux et imposant pour le rôle, mais il avait un charisme indéniable. Il lui a alors donné sa chance et, on connaît la suite. Il est devenu Freddy. Il a littéralement créé le personnage et on n'imagine personne d'autre à sa place. Probably the reason they've never replaced me is probably because of the walk and the body language of the character, which is all me. Le reste du casting est plutôt pas mal, même si on voit qu'ils sont pas très expérimentés, comme Heather Langenkamp, qui joue Nancy et qui sera éternellement associée à ce rôle, ou encore Amanda Wyss qui joue Tina. Oui, et même Johnny Depp, alors à peine âgé de 20 ans, surjoue dans ce film. Mais honnêtement, on peut facilement passer au-dessus de ce surjeu d'acteur, parce que le film fonctionne tellement bien. L'histoire est captivante, avec de fortes thématiques liées à la vulnérabilité de l'adolescence, le passage difficile au monde adulte et des complexes d'enfance. Les scènes de cauchemar sont, pour le coup, cauchemardesques et très immersives. Freddy Krueger est un vilain vraiment efficace et effrayant, et le gore est franchement bien dosé. On n'en fait pas trop.
Bon, à part là, après quelques projections test assez convaincantes et malgré quelques censures au niveau des scènes de meurtre, le film sort finalement le 16 novembre 1984 et il cartonne immédiatement. Il remporte pas loin de 26 millions de dollars au box-office américain, 57 millions dans le monde entier. New Line Cinema, qui à la base était une toute petite compagnie de distribution, s'est grandement enrichi avec ce long métrage et a par la suite produit énormément de films à succès. Que ce soit les suites de celui-ci ou encore la trilogie du Seigneur des Anneaux pour ne citer que ceux-là. Wes, quant à lui, a désormais redoré son image, un réalisateur d'ambition qui a finalement trouvé un style qui lui convient, un futur maître de l'horreur. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un coup de fil de la part des studios Castle Hills. Vous vous rappelez, c'est eux qui en 1983 l'ont obligé à avorter son projet de film, alors qu'il était en plein tournage. Ben là, après le succès des Griffes de la Nuit, comme par hasard, on lui dit qu'il peut finalement terminer ce film. À une petite condition. Il n'a pas le droit de tourner de scènes supplémentaires, non. Il doit s'arranger avec ce qu'il a et tenter de rafistoler le tout au montage. Ouais. Ce film, c'est The Hills of Eyes Part 2. Bon, on va passer très rapidement sur ce film parce que c'est proche de la catastrophe. The Hills of Eyes Part 2 ou La colline à des yeux 2 débute sur un texte qui nous raconte l'intrigue du premier film, façon Massacre à la tronçonneuse. L'histoire se déroule 8 ans après les événements du film précédent. Bobby, l'un des survivants du massacre, est encore traumatisé par ce qui lui est arrivé. Il a toutefois réussi à s'en sortir en mettant sur pied une équipe de motards qui désire faire une course en plein milieu du désert. Ça sent la mauvaise idée, ça. Le groupe se met donc en route, mais tombe en panne au beau milieu de nulle part. Là-bas, les membres restants de la famille de cannibales ressurgissent des collines et traqueront leur nouvelle proie. Un scénario très similaire à celui du premier, pas très original, avec des nouveaux personnages assez détestables. Ça commence pas très bien tout ça. On retrouve quand même des têtes qu'on connaît, comme Bobby, toujours interprété par Robert Houston, qui ici est laissé au second plan. On retrouve Janice Blight qui jouait Ruby, l'un des membres de la famille de cannibales qui a réussi à fuir et intégrer la société. Un développement de personnage assez intéressant que j'apprécie beaucoup, même si j'aurais souhaité qu'on l'exploite peut-être un peu plus. Et bien évidemment, Michael Berryman revient une fois de plus pour prêter ses fameux traits à Pluto, le plus tordu gaillard de cette tribu. Le truc, c'est que les antagonistes dans ce film sont beaucoup moins iconisés que dans le premier. On perd tout le mystère qui les entourait, donc l'aspect menaçant est grandement affaibli. Il y a aussi le fait qu'ils soient juste deux, alors que dans le premier ils étaient plusieurs. On a toujours droit aux paysages désertiques oppressants et lourds, mais l'atmosphère tendue n'est plus au rendez-vous. Tout est soit précipité, soit trop étiré. Sinon, il y a des scènes qui sortent un peu de nulle part, comme cette ridicule poursuite en moto. On avait des motos sous la main, fallait bien en faire quelque chose. Les plans sont pas dégueux, mais moins travaillés que dans le premier. Oui, mais on peut pas vraiment blâmer Wes sur ce coup-là, c'est pas vraiment de sa faute. Lui, il a fait son boulot. Si on lui avait permis de terminer le tournage, il y aurait certainement eu des reshoots, et donc on aurait probablement eu un résultat différent. Parce que là, il avait uniquement 2/3 du film de tourner. 2/3, c'est pas assez long pour faire un film. Donc on a inclus de nombreux flashbacks du film de 77 pour combler les trous. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a trop de flashbacks, parce que je sais que c'est une critique assez récurrente qu'on fait à propos du film, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et ils sont placés un peu aléatoirement dans le film. Je veux dire, un chien qui a un flashback? What? The Hills of Eyes 2 est sorti le 2 août 1985 et, sans surprise, ce fut un vrai flop. Il fut vivement descendu par le public, par les critiques et par Wes Craven lui-même, qui a ensuite complètement désavoué le film. Et on peut parfaitement le comprendre, on a saboté son travail en plein milieu de la production, et lui, il a dû recoller les morceaux comme il pouvait. Mais Wesy n'allait pas se laisser abattre par cet échec. Au contraire, l'année suivante, en 1986, il allait réaliser un film d'horreur pour un gros studio, Warner Bros. C'est son agent qui lui a permis de faire ce film, pour éviter que le cinéaste ne se contente que de réaliser des films à petit budget. Là, avec 11 millions et un gros studio derrière,
il y avait du potentiel pour faire un gros hit. Mais il était un peu trop occupé à régler quelques ennuis personnels. I was supposed to be directing next Beetlejuice, and about 2 months into preparation for that, I was yanked from it. I was supposed to direct Superman 4. I had an interview with Christopher Reeves, and he said, Wes Craven will never direct my film. I was being sued for about $30 million by somebody who thought that I had copied a script that was so different from Nightmare on Elm Street that you can't believe, but I was being sued, and I was not, at that time, covered by the errors in emission policy, and New Line was letting me float and dangle in the wind. All of that was going on at the time when I was directing that film. C'est donc le jeune scénariste Bruce Rubin qui s'en est chargé. Un gars qui sera connu pour les scénarios notamment de Ghost, L'échelle de Jacob et Deep Impact. Il adapte le roman Friend de l'autrice Diana Ansdell, une histoire d'amour morbide sur fond de thriller de science-fiction. Mesdames et messieurs, Deadly Friend, l'ami mortel. Paul Conway est un jeune adolescent qui vient tout juste de s'installer en ville. Et c'est un véritable génie. Il a d'excellentes aptitudes en neurologie et a même fabriqué un petit robot appelé Bibi, doté d'une intelligence artificielle. Paul rencontre alors sa voisine, Samantha Pringle, et en tombe immédiatement amoureux. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle vit seule avec son père alcoolique, violent et abusif. Et un jour, lors de l'une de leurs nombreuses altercations, Sam fait une mauvaise chute dans l'escalier, la laissant dans un état végétatif permanent. Ayant le cœur brisé et incapable de se faire à cette idée, Paul décide d'implanter dans le cerveau de la jeune fille le microprocesseur de son robot, une intelligence artificielle, afin de la ramener à la vie. J'avais jamais vu ce film-là avant de faire cette vidéo. J'en avais toutefois beaucoup entendu parler, notamment au podcast Sur la route de l'horreur et Terreur sur le pod. Salut les gars! Et donc j'avais très hâte de le voir. On est face à une histoire beaucoup plus légère que celle des films précédents. Des personnages assez clichés nous sont présentés, oui, mais ils sont tout de même attachants. Et oui, à la base, Deadly Friend était censé être un film destiné à un plus large public. Alors on a droit à une belle petite histoire d'amour entre deux ados, pas super originale non, mais qui marche quand même bien. On y croit, c'est pas trop cucu. Une histoire d'amour qui se terminera de manière tragique avec Samantha confrontée à la violence de son père. Une thématique que Wes Craven fera souvent revenir dans ses films, car pour lui, les plus grands traumatismes surviennent dans notre jeunesse. Horror films are very strong when they deal with the family, because I've always felt that personally for all of us, the most terrifying things were in the first 5 years of life. Fears that your parents are really violent. On aborde également le thème des dangers liés à l'intelligence artificielle, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, plus que jamais. Bibi, le fameux robot de Paul, semble très mignon, hein, malgré sa maudite voix agaçante. Mais on dirait qu'il a un peu de difficulté à situer la frontière entre le bien et le mal. Et évidemment, lorsque Paul va implanter cette IA dans le corps de Samantha, ce sera pas mieux. Elle s'attaquera systématiquement à ceux qui, à ses yeux, lui veulent du mal à elle ou à Paul, ce qui offre des scènes horrifiques assez cool et gore. En fait, le scénario d'origine du film était pratiquement dépourvu de toute scène gore et violente. Je vous rappelle que Wes Craven voulait faire un film de studio destiné à un public de tout âge, un peu à la sauce Frankenstein avec un petit côté feel-good, et donc le film a été tourné en fonction de ce scénario. Sauf que pendant les projections test devant public, les fans du réalisateur, qui s'attendaient sans doute à quelque chose dans le même genre que Les Griffes de la Nuit, ont été grandement déçus de ne pas avoir des séquences d'épouvante graphiques. Alors Wesy est donc allé retourner quelques scènes, des scènes de meurtre bien violents et des séquences de cauchemars franchement cool, mais ça a valu à son film d'être classé Restricted, soit interdit au moins de 17 ans. J'ai trouvé que Deadly Friend était un bon film. Ça se voit que Craven avait un plus gros budget parce que le film est beau, que ce soit sur la forme ou sur le fond, même s'il devient de plus en plus loufoque au fur et à mesure. Ça reste un film à la fois triste et touchant, aussi dramatique que drôle, et glauque, et morbide. Il y a quelques bémols, c'est sûr, comme certains maquillages apparents ou encore des acteurs qui surjouent. On a la ravissante Kristy Swanson qui joue Samantha, qu'on connaîtra bien évidemment pour son rôle de Buffy, la tueuse de vampires dans le film de 92. Elle avait seulement 16 ans à l'époque, hein, c'était son tout premier rôle, alors forcément son jeu est pas super. Mais Wes l'a épaulée pendant toute la durée du tournage et elle en garde un très bon souvenir encore aujourd'hui. Le film sort en salle le 10 octobre 1986
et n'obtient clairement pas le succès escompté. C'est un gros échec, autant critique que commercial. Dommage. Ouais, parce que c'est loin d'être un chef-d'œuvre, hein, mais ce film-là est franchement sympathique et ne mérite pas toute cette haine. C'est rafraîchissant et très différent au sein de la filmographie de Craven. Heureusement, avec le temps, les gens l'ont redécouvert et il est désormais vu comme étant culte. Et à mon humble avis, il le mérite amplement. Deux ans plus tard, en 1988, Wes Craven va réaliser un film très particulier que j'aime beaucoup. Un film de zombies. Mais pas un film de zombies style Romero ou Walking Dead, hein? Non, non. Un film de zombies réaliste. The Serpent and the Rainbow. L'emprise des ténèbres. Librement adapté du livre éponyme de l'anthropologue canadien Wade Davis, L'emprise des ténèbres raconte l'histoire de Dennis Allan, lui aussi anthropologue, chargé par une compagnie pharmaceutique d'étudier les différentes drogues. Dennis apprend qu'en Haïti, il existerait une drogue utilisée par des sorciers vaudous pour, entre guillemets, ramener les morts à la vie. Créer des zombies, en fait. Dennis se rend donc sur place pour enquêter sur cette mystérieuse substance, et il sera témoin d'étranges phénomènes qu'il ne saurait expliquer. Ce film-là est très intéressant parce qu'il sort des sentiers battus, que ce soit au sein de la filmographie de Wes Craven ou au sein des films de zombies en général. Parce que, concrètement, il n'y a pas véritablement de morts vivants dans ce film. Les zombies, ici, ce sont des gens qui ont été empoisonnés avec un très puissant anesthésiant qui fait drastiquement baisser leur rythme cardiaque. Les battements étaient à peine visibles, voire pas du tout perceptibles. On les considérait donc comme étant morts. Et dans un pays comme Haïti, où les méthodes de conservation des corps sont pas tellement optimales, on enterre les morts rapidement. Ces personnes droguées se retrouvent donc 6 pieds sous terre, encore en vie. Ils sont ensuite extirpés de leur cercueil in extremis par des soi-disant sorciers qui leur injectent alors une grande dose de solution hallucinogène, mes amis. S'ensuit alors un lavage de cerveau où on leur dit qu'ils n'ont plus d'âme, qu'ils étaient morts et qu'on les a ramenés à la vie, et ces gens, complètement défoncés et confus, déambulent dans les rues en pensant qu'ils sont des morts vivants. C'est tout simplement horrible. Et le plus fou dans tout ça, c'est de se dire que tout ça, c'est vrai. Oui, il y a eu de réels cas de zombification. Et l'un d'entre eux a été documenté par Wade Davis dans son livre. L'un des scénaristes du film, Richard Maxwell, aurait lui-même pris part à un de ces rituels, selon Wes Craven. Maxwell, en plein trip, se serait enfermé dans sa loge pendant des jours, pensant que des gens viendraient l'assassiner. La drogue, c'est mal, les enfants. Mais revenons-en au film. L'histoire est vraiment intrigante et nous accroche dès le début, avec cette scène fantasmatique absolument cauchemardesque. L'intrigue est totalement axée dans le réel, avec seulement quelques petites touches fantastiques et plein d'éléments de la culture haïtienne qui nous sont présentés, notamment les croyances et les légendes vaudou. Selon celles-ci, le serpent représenterait la terre, les vivants, et l'arc-en-ciel de Rainbow représenterait le paradis. Dans le film, on cherche à trouver ce qu'il y a entre les deux, entre la vie et la mort. On retrouve encore une fois un thème que Wes a souvent abordé, soit la dualité entre deux cultures, la richesse des entreprises américaines et le racisme vu par la pauvreté du peuple haïtien. On illustre également le climat politique ultra tendu qui faisait rage dans le pays à cette époque. Le peuple s'était révolté contre son président dictateur Jean-Claude Duvalier, et celui-ci avait dû fuir le pays en 1986, laissant le pouvoir aux forces militaires. Craven et toute son équipe avaient entamé le tournage là-bas après les faits, mais les tensions persistaient et la situation devenait très dangereuse. Ils ont donc dû se relocaliser en République dominicaine pour continuer. La mise en scène de Wessie est très efficace. Entre les plans de caméra stylés, une narration originale et des séquences horrifiques inventives, il y a de quoi faire. On a des effets pratiques bien réussis, bien que le film ne soit pas riche en scènes gore. Non, Wes va plutôt miser sur le malaise et l'angoisse, et ça va très bien marcher sur moi. Parce qu'il y a une scène qui va réunir deux de mes phobies. Être enterré vivant avec une araignée. Oh, ça me glace le sang. Et ça me rappelle un épisode de la 5e saison des Experts, où Nick est kidnappé et enterré vivant par un malade. Un malade joué par John Saxon, le père de Nancy dans Les Griffes de la Nuit. Coïncidence? Mais attendez, c'est pas tout. L'un des acteurs principaux de la série Les Experts, c'est Paul Guilfoyle.
qui tient un rôle dans l'emprise des ténèbres. Tout est lié! Tout! C'est le 5 février 1988 que sort le film. Il obtient des critiques globalement positives, sans non plus être un grand succès, mais il parvient quand même à rembourser son budget en amassant 19,5 millions de dollars au box-office. Je trouve vraiment que c'est un très bon film honnêtement. Il vaut la peine d'être vu. C'est plus sérieux, plus réaliste et il traite d'un sujet hyper intéressant. Je peux que vous le conseiller. Un an plus tard, Craven va tenter quelque chose d'assez ambitieux. Démarrer une nouvelle franchise de films d'horreur. « 1989, c'est l'année où Wes Craven va signer un contrat de 2 films avec une petite entreprise dont on a déjà parlé sur la cinéculture. La compagnie de Shep Gordon, Alive Films, la même compagnie qui s'était associée avec John Carpenter pour produire Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles. Au même moment, New Line Cinema produisait le 5e opus de la saga Freddy. Donc, Wes a dans l'idée de créer une nouvelle franchise pour y faire concurrence. C'est exactement ce qu'il va tenter de faire avec Shocker. Horace Pinker, un tueur en série sanguinaire, commet un paquet de meurtres à LA. Il assassine la famille de l'inspecteur Don Parker. Ce dernier a un fils adoptif, Jonathan, qui se met à faire d'étranges rêves où il est témoin des meurtres perpétrés par Pinker. Jonathan comprend rapidement que ses rêves sont prémonitoires quand sa petite amie Allison est elle aussi sauvagement tuée. Ces dons permettront de faire arrêter le tueur et de le faire condamner à la chaise électrique. Toutefois, lors de son exécution, Pinker réussit à survivre grâce à un petit tour de magie noire. Il peut maintenant prendre possession du corps de n'importe qui et s'infiltrer dans toutes sortes d'appareils électriques. Et bien sûr, il cherchera à prendre sa revanche sur Jonathan. Oh wow! Quelle histoire perchée! Cool et très le fun, hein? Mais perché! Si on avait droit à quelque chose de plus réaliste avec le film précédent, là, c'est l'inverse. Avec Shocker, Wes laisse aller son imagination avec un pitch de base assez bien trouvé qui aurait été parfait pour une série télé. Oui, c'était d'ailleurs ce qui était prévu à la base, Wes voulait en faire une série. Mais après avoir signé son contrat avec Alive Films, il a décidé d'en faire un long métrage. Honnêtement, j'aime beaucoup le concept. Un tueur capable de changer de corps, c'est Jason Goes to Hell avant l'heure. Bien qu'un truc similaire ait déjà été fait 2 ans auparavant dans The Hidden, film que j'ai déjà critiqué sur ma chaîne il y a plusieurs années. Donc oui, le concept de Shocker est cool. Mais ça s'arrête là. On sent que c'est écrit à la va-vite, ça démarre beaucoup trop rapidement, le contexte est posé très furtivement, et on peut parfois se sentir un peu perdu. Les dialogues font aussi très téléphonés et sont prévisibles, il y a des éléments scénaristiques ultra clichés, comme le fantôme d'Allison que voit Jonathan, c'est son amour qui arrivera à vaincre le tueur, ou encore cette connexion mentale entre lui et Jonathan, c'est tiré par les cheveux et gâché par un twist tout sauf innovant. La réalisation mise sur la surenchère, des trucs toujours plus fous. Genre ce moment où Pinker possède le corps d'une fillette, ou bien cette scène de traque à travers les différentes chaînes de télé. En veux-tu, en voilà. You got it, baby. Le film n'est pas extrêmement gore, mais contient quand même quelques passages sanglants. Le tout saupoudré d'un humour slapstick et cartoonesque à la limite du nanar. Bref, ça reste quand même drôle à regarder. Mais bon, force est de constater que Wes en a fait un peu trop avec ce film. Une idée cool avec un scénario bâclé, un peu trop facile, et une volonté beaucoup trop forte pour détrôner une série de films qu'il a lui-même créée. Il y va vraiment à fond pour ça, en tuant symboliquement Nancy Thompson. Car dès les premières images, juste ici, on peut voir Heather Langenkamp jouer l'une des victimes de Pinker. Shocker n'est donc pas un film extraordinaire et clairement pas à la hauteur de ses ambitions. Mais je peux quand même pas m'empêcher de l'apprécier, ce film. Quand je l'ai découvert, j'étais à fond dans la série X-Files. Et là, voir Mitch Pileggi, alias Walter Skinner, cabotiner en jouant les tueurs déjantés, lançant plein de punchlines à la Freddy, je trouvais ça cool. Mais ce qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était ça. La bande sonore du film, du pur heavy metal. On a des artistes incroyables comme Iggy Pop, Megadeth, Bonfire et surtout le super groupe de Dudes of Wrath, formé notamment par Paul Stanley du groupe Kiss, Tommy Lee de Motley Crue et Alice Cooper.
Et il y avait également Desmond Child qui était aussi superviseur musical du film. Ce super groupe a enregistré 2 morceaux pour le film, Shocker et Shock Dance, et ce sont des morceaux géniaux que j'écoute encore aujourd'hui. Shocker est sorti le 27 octobre 1989 et l'accueil est assez froid. Cet échec fera en sorte que tous les projets de suite qu'avait envisagé Wes Craven et le studio seront abandonnés. Le film gagnera toutefois une certaine notoriété avec le temps et deviendra culte pour plusieurs personnes. Franchement, c'est un film rempli de défauts, oui, mais qui reste vraiment fun. Idéal pour une soirée cinéma entre potes. Et cette mauvaise réception ne découragera pas trop notre ami Wes qui continuera sur sa lancée avec son second long métrage pour Alive Films. En 1991, Wes Craven va réaliser un film inspiré d'un fait vécu assez troublant. Une histoire prenant place à Los Angeles à la fin des années 70 quand 2 cambrioleurs se sont fait coincer après s'être introduits dans une maison. Les policiers sur place se sont rendus compte que les propriétaires de cette dite maison séquestraient leurs propres enfants au sous-sol. Et cette sortie d'histoire a donné naissance au film The People Under the Stairs, le sous-sol de la peur. Fool Williams, un jeune garçon, vit dans un quartier pauvre avec sa sœur, Ruby, et sa mère atteinte d'un cancer. La famille devra bientôt quitter l'appartement car les propriétaires ont décidé de les expulser. Au bout du rouleau et n'ayant pas beaucoup d'argent, Fool est entraîné par 2 amis de sa sœur dans un cambriolage. Il vise une immense maison dans laquelle habite un étrange couple de bourgeois. Après avoir pénétré dans la demeure, Fool fait une horrible découverte. Plusieurs personnes sont enfermées au sous-sol et ce, depuis plusieurs années. Le jeune homme tentera bien de sortir de là, mais la maison est bourrée de pièges et de passages secrets. Il est coincé à l'intérieur. J'aime beaucoup l'histoire du sous-sol de la peur. Et on y retrouve des thèmes qui sont très chers aux yeux de Wes Craven. La division des classes sociales étant la plus évidente. Fool et sa famille vivent dans un ghetto et subissent l'oppression et le racisme de la bourgeoisie. Bourgeoisie représentée ici par ce couple de malades mentaux, un genre de parodie de Ronald Reagan et sa femme Nancy. Ils sont terrifiants et les acteurs choisis sont juste parfaits, surtout Wendy Robbie. On traite aussi des traumas d'enfance, des gamins confrontés à une dure réalité, témoins d'horreur qu'ils ne devraient pas voir et opposés à des figures parentales monstrueuses. Bref, une très belle caricature du conservatisme américain, une histoire bien tordue, bien construite et bien écrite. Wes Craven crée une bonne tension et fait doucement monter le stress en gardant un certain mystère autour des gens sous l'escalier. On ne les voit pas vraiment au début, mais on sent bien leur présence. On entend leurs gémissements angoissants. Et on se rend compte assez vite qu'ils ne sont pas vraiment les méchants du film. C'est ce maudit couple fou, les vrais psychopathes. Eux et leur gros molosse, Prince. Parce que Dieu sait que les Rottweilers sont des chiens bien dangereux. Ok, Thanos. Tu vas montrer aux gens à quel point t'es un chien méchant. Non, oui, bon. C'est gentil, mais est-ce que pour 2 minutes tu pourrais être menaçant? Yes. Le film mélange horreur et humour avec parcimonie, contrairement à Shocker. Ici, c'est bien équilibré, il y a des plans angoissants, des séquences gore réussies, même si on distingue assez bien les costumes et les masques, des scènes what the fuck-esques, à la fois drôles et malaisantes, et sinon, juste des passages humoristiques légers qui fonctionnent bien. Ajoutez à ça beaucoup d'action et un final hyper satisfaisant pour couronner le tout. Le sous-sol de la peur est sorti le 1er novembre 1991 et cette fois-ci, c'est un succès. Il reçoit des critiques favorables, louangeant le côté comédie noire et actionneur, et le film restera dans le top 10 du box-office pendant plusieurs mois. Il amassera au total près de 31 millions de dollars dans le monde entier, remboursant ainsi un peu plus que 5 fois son budget, et il remportera quelques prix au Festival d'Avoria et au BIFF en Belgique. Et ça, pour Wessie, c'est une très bonne nouvelle, étant donné que ses derniers films avaient plus ou moins bien marché. On va aborder le reste de sa filmographie dans le prochain épisode de la Cinéculture. Et cette fois-ci, je vous rassure, ça sortira pas dans 3 ans.
J'espère en tout cas que cette première partie vous a plu. J'ai essayé de pas trop m'éterniser sur chaque film, hein, parce que le but c'était pas nécessairement d'en faire une profonde analyse, mais simplement de vous les présenter. Mais bon, je crois que la vidéo dure déjà bien assez longtemps comme ça. En tout cas, si vous êtes encore là, ben merci. Commentez et partagez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, Facebook, Instagram et Letterboxd. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine les amis. Salut!